Ok, pratique ne veut pas dire progrès. On va parler de ça aujourd'hui. Donc la question c'est finalement comment passer d'une situation où il y a un problème, un truc bloquant, un résultat que tu n'as pas, au résultat et de manière systématique. Et évidemment, ça sous-entend comprendre la problématique et donc l'apprentissage, c'est finalement passer du problème à la solution. Et le truc, c'est que comment on fait ça naturellement quand on est entrepreneur sur le web? Eh bien, on suit des formations, on consomme des contenus, mais tu t'es peut-être rendu compte que la quantité de contenu que tu consommais, la quantité de formations que tu achetais, n'était pas forcément corrélée aux résultats que tu obtenais. Euh, parce que on n'apprend pas peu par la théorie. C'est la première chose. Et quand on se dit, ok, bon, bah, ça c'est un peu une pensée noir ou blanc, on dit, ok, la théorie ne nous aide pas à apprendre, donc c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même des bénéfices à la théorie, mais en général, consommer des conseils est plus dangereux que utile si on les consomme de la mauvaise manière. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc ça c'est la première chose. Mais par défaut, la manière qu'on a de consommer de l'information ne nous amène pas au progrès. D'accord? Donc théorie n'égale pas progrès. Donc on pourrait penser à l'opposé, se dire, ok, si la théorie n'aide pas, alors c'est la pratique qui aide. Et on voit ceux qui pratiquent apprennent plus que ceux qui sont dans la théorie. Pour ça, je suis d'accord, mais pas vraiment. C'est-à-dire que la pratique ne veut pas forcément non plus dire progrès. Parce que tu peux pratiquer pendant des années, des années, des années et progresser très très peu. Quand je dis progresser, c'est vraiment obtenir le résultat. Tu peux pratiquer pendant des années, créer de la musique pendant des années, des années, des années, et après 10 ans, tu seras toujours pas très doué. Moi, j'ai une voisine qui joue du violon depuis que je suis tout petit, et elle sait toujours pas en jouer alors qu'elle en joue tous les jours, et pourtant elle est nulle à chier. Voilà. Donc, j'espère pas qu'elle est dans ce podcast. Donc, pratique n'est pas égal progrès. Je te donne un exemple. Tu as la tartiflette à mamie. Tous les week-ends, mamie, elle te fait une petite tartiflette. Ta tartiflette préférée, tu en manges depuis des années. Il y a un ingrédient secret, elle ne veut pas te le dire, c'est un ingrédient secret. Et là, un jour, il y a un ami à toi qui est chef cuistot, qui vient, qui mange la tartiflette à ta mamie, et en un instant, il dit le petit soupçon de cannelle, c'est du génie. Tu le regardes et la mamie, elle fait ah, vous avez découvert mon ingrédient. Qu'est-ce qui fait la différence entre toi et ce chef cuistot qui a tout de suite su identifier les saveurs, alors que toi, la tartiflette, elle est très bonne, mais pouvoir identifier les ingrédients, c'est une autre paire de manches. Parce que si ton pote, il a à peu près le même âge que toi, donc durant votre vie, vous avez mangé plus ou moins la même chose. D'accord? Donc en termes de pratique du coup, on peut dire que vous êtes sur le même volume. Alors pourquoi lui, il y arrive et pas toi? Et ça, la réponse à cette question, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui progresse et quelqu'un qui ne progresse pas. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et, euh, et donc je vais te parler du cycle de Kolb, qui est de l'apprentissage expérientiel. Tu vois que c'est plus, il y a 4 étapes. Et donc la pratique, c'est une des 4 étapes. Avant de commencer, je suis en train de... Donc j'ai gentiment ouvert ce projet, ça fait un moment que je réfléchis à ça, que j'ai envie de parler de ça parce que je vois personne en parler sur le web. Je prends un risque parce que je ne sais pas si ça va intéresser les gens, mais je suis convaincu que ça a énormément de valeur. Je suis en train donc de fabriquer de créer un playbook qui parle de la machine qui fabrique les machines, ou la méthode qui fabrique les méthodes. Donc cette réflexion du jour s'inscrit dans cette idée-là, c'est-à-dire que comment on passe d'un problème à une solution, et ensuite comment on va pouvoir transmettre cette solution à d'autres personnes. Parce que basiquement, moi je trouve ça plutôt intéressant de te lever le matin et de dire bon, je vais résoudre mes gros problèmes de ma vie, et quand je les ai résolus, je vais l'expliquer aux autres et potentiellement gagner ma vie avec ça. Donc c'est-à-dire que basiquement, c'est plutôt intéressant. Et pour faire ça, pour passer de l'avant à l'après, donc du problème à la solution, il y a une traversée du désert, et cette traversée du désert, elle prend un certain temps. Et l'objectif donc, de ce playbook, c'est de compresser cette traversée du désert de manière à ce que tu puisses le plus vite possible résoudre tes problèmes et profiter des solutions et les monétiser, tu vois. Ok, donc je vais t'en parler un petit peu, je commence un peu le teasing du truc, alors je suis vraiment à l'ébauche de la première version, mais j'ai tellement de choses à raconter là-dessus que voilà. Donc, le cycle de Kolb, le fameux apprentissage par l'expérience ou apprentissage expérientiel, 4 étapes. Donc on n'apprend pas déjà juste de la pratique. Quand tu pratiques, tu fais l'expérience concrète, mais ce n'est pas là où l'apprentissage se fait.
La pratique, elle, va générer un feedback, elle va générer une nouvelle situation, un résultat. Et donc, de ce résultat, tu veux prendre du recul et l'analyser. Donc, on fait ce qu'on appelle une observation réflexive. Donc, je ne sais pas, par exemple, tu crées un programme, tu codes, je sais pas, tu codes un programme sur no-code ou en code, peu importe. Tu lances le programme, est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas? Bam, il ne marche pas, une grosse erreur bien dégueulasse, tu sais, je ne sais pas si tu as déjà fait un peu de programmation, tu dis c'est quoi cette merde? Là, tu es face au résultat, et donc là, tu passes en observation réflexive. Qu'est-ce qui a merdé? Tu retournes sur ton code et tu débugs le code. Tu dis, ah ouais, c'est ce problème-là. Bam. Et donc là, tu réfléchis, ok, là j'ai compris, le problème c'est ça. Et après, donc ça c'est la deuxième phase, c'est l'analyse. Donc première phase pratique, deuxième phase analyse, par l'observation. Troisième phase, tu conceptualises. C'est ce qu'on appelle la conceptualisation abstraite, ou dans le cycle de code, on appelle ça généraliser. C'est-à-dire qu'on encode notre apprentissage en principe. Alors bien sûr, tu ne vas pas le faire à chaque bug, évidemment, mais quand tu vois un truc qui se répète encore, tu dis, attends, il y a un truc intéressant, je prends du recul, donc du coup, je mets en place un principe, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, si on reste en programmation, tu crées une fonction, c'est un petit algorithme, tu dis, chaque fonction, elle doit avoir qu'un seul but. Alors que moi, j'ai fait des fonctions qui ont 2, 3 buts, donc du coup, tu comprends, tu encodes le principe de, ok, une fonction, un but. C'est dans le nom, une fonction égale une fonction, tu vois. Donc du coup, tu conceptualises ton principe. Et tu le fais par expérimentation. Donc tu vois, là, la théorie, elle est à ce niveau-là, elle est dans la conceptualisation. Et la dernière étape, c'est le transfert. Donc on fait une expérimentation active. Donc une fois qu'on a identifié un principe, on a encodé un modèle, un principe, j'utilise ça de manière interchangeable, on repratique cette fois avec le nouveau principe. Ah ben tiens, une fonction, machin, ok, alors comment je mets à jour mon code? Bam, 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 bam. Et là, tu vas obtenir un résultat. Est-ce que le résultat est amélioré? Oui ou non? Là, tu vois le résultat, ok, là, ça fonctionne mieux qu'avant, donc mon principe, il est bon. Ou alors, ça ne marche pas mieux qu'avant, donc mon principe, peut-être que c'est pas ça. D'accord? Et tu itères comme ça, pratiquer, analyser, généraliser, transférer. D'accord? Et tu as ce cercle, comme ça, ce qu'on appelle le cycle de Kolb, qui est au centre de l'apprentissage expérientiel. Et c'est seulement quand tu fais cette boucle de ces 4 choses correctement que tu apprends. Ok? Donc ça, c'est pour la partie théorique. Le truc, c'est que, tu vois ce que je t'explique ici, donc c'est une théorie, finalement c'est un modèle qui a été généralisé, donc une conceptualisation abstraite, et là, elle est défaite de ton expérience. Donc ce que j'ai fait, c'est que je t'ai donné un exemple avec la programmation. Honnêtement, j'aurais pu peut-être donner un meilleur exemple, parce que si tu n'as jamais fait de programmation, c'est peut-être un peu trop abstrait pour toi. Mais l'idée, c'est que, tu vois donc c'est un conseil que ensuite, tu vois, dès que tu as généralisé tu as créé un principe, un modèle, donc tu as fait une conceptualisation abstraite, le réflexe, c'est de dire, bon, je vais créer un contenu et je vais parler du principe que j'ai découvert. Le problème, c'est que donc, la personne commence dans le cycle en mode conceptualisation abstraite. Donc qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit faire une expérimentation active, donc ce qu'on appelle un transfert. Donc, comment j'implémente concrètement ce modèle, cette idée, ce principe, cette théorie en pratique. Donc là, par exemple, avec le cycle de Kolb, comment concrètement, toi, tu peux l'appliquer dans ton quotidien pour améliorer ton apprentissage. Et je vais te donner trois pistes pour faire ça. Et puis j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur la méthode complète avec mon playbook. Je créerai une formation gratuite et puis probablement un coaching qui viendra s'inscrire dans cette lignée. Donc, deux petites citations, ce qu'on aime bien les citations. L'exemple n'est pas la chose principale dans l'enseignement, c'est la seule chose. Albert Schweitzer, qui est un illustre polymathe, donc un polymathe, c'est quelqu'un qui a maîtrisé différents sujets de manière en synergie. C'est-à-dire que quand tu apprends le copywriting, tu apprends le marketing, tu apprends la psychologie, c'est 3 sujets différents, et il y a une synergie entre les 3 qui fait que tu as une compétence qui en ressort, une émergence d'une compétence qui améliore les résultats. Bref, polymathe. Donc il nous a dit ça, et on a Friedrich Nietzsche, philosophe allemand aussi du 19e siècle, qui nous dit « Plus abstraite est la vérité que tu veux enseigner, plus tu dois en sa faveur séduire les sens ». Donc si on reprend le cycle de Kolb avec ces deux citations, on se rend bien compte que l'exemple et les sens,
C'est comme ça qu'on apprend. C'est de la pensée empiriste. Ça veut dire que les empiristes, ils pensent que la seule connaissance vient par l'expérience, et surtout la réflexion sur son expérience. On n'apprend pas de son expérience, on apprend de la réflexion sur son expérience. Donc, on donne l'exemple, donc on apprend par l'exemple, si l'exemple n'est pas la chose principale de l'enseignement, c'est la seule chose, donc tu as besoin d'un exemple, tu vois la situation, tu l'observes, et tu déduis ensuite une idée, et cette idée ensuite tu la remets dans un nouvel exemple. Et plus vite tu fais ça, plus vite tu apprends. D'accord? Je vais te donner maintenant 3 principes qui permettent d'accélérer tes cycles, donc de faire correctement ces cycles. Donc, premier principe, je commence par le plus chiant des 3, voilà, mais il est absolument indispensable. Sans ce principe-là, tu vas nulle part. C'est de définir des feedbacks précis et rapides. Donc, ça peut être des analytics, ça peut être n'importe. L'important, c'est de pouvoir mesurer tes actions, mesurer l'impact de tes actions. Alors, si je fais ça, comment je sais que j'ai un résultat? Par exemple, je veux apprendre à rédiger des titres. Comment je sais que les titres que je rédige fonctionnent? Bon, il me faut de la data, donc ça veut dire qu'il faut que je puisse mettre mes titres en face de personnes qui vont interagir avec ces titres, d'accord? Pour voir est-ce que ça génère de l'interaction. Le problème, c'est si j'ai pas de trafic, comment je fais? Bon, tiens, je peux peut-être rédiger des commentaires sur des groupes Facebook ou, je sais pas, en commentaire Twitter ou LinkedIn et voir si les gens réagissent à mes commentaires. Et dans mes commentaires, la première ligne, c'est une accroche, c'est un titre. Et on va voir, est-ce que les gens cliquent, est-ce que les gens me répondent, est-ce que j'arrive à susciter de l'engagement. Donc là, on a un feedback et on a une métrique. La métrique, c'est l'engagement généré par tes titres. Et donc, on a pu mettre en pratique, voilà un environnement pour pouvoir tester. Et il y a des choses qui sont plus faciles à tester que d'autres. Par exemple, si tu conduis une voiture, tu vas apprendre à conduire une voiture, tu as ton volant, l'action c'est que tu tournes, et le feedback c'est est-ce que la voiture elle va à droite, tu tournes à gauche, la voiture elle va à gauche, puis après tu vas avoir la nuance, donc plus je tourne le volant, plus elle tourne, et du coup tu vas développer une intuition sur à quel degré je dois tourner le volant pour anticiper tel ou tel virage, et après ça devient automatique, ce qu'on appelle de l'expertise intuitive, et donc là on a un feedback qui est immédiat. La même chose avec la programmation, tu codes, tu regardes si ton programme se lance, et quand ça ne marche pas, tu reviens sur ton code et tu débugs le truc. Donc on a des feedbacks qui sont relativement courts et évidents, et il y a d'autres feedbacks qui sont beaucoup plus difficiles à obtenir, comme par exemple tu fais une campagne marketing, ça ne fait pas de vente, le truc c'est que déjà entre le moment où tu crées la campagne et le moment où tu la lances, il y a un délai, et puis il y a plein de variables qui sont à l'œuvre, c'est pas juste gauche-droite avec le volant, ça peut être ton branding qui est faux, ça peut être ton message qui n'est pas mature, ça peut être l'offre qui est mal calibré, ça peut être un manque de légitimité, ça peut être peu importe, ça peut être un million de choses, ça peut être un bug, ça peut être t'as un problème de technique sur ton autorépondeur, fait que les gens partent sur les mails, ça peut être 1000 raisons différentes. Et le truc c'est que encore une autre chose, c'est que le même lancement, tu peux avoir un lancement qui ne marche pas aujourd'hui, mais dans 5 ans il va marcher. Ça arrive, hein. J'ai eu des lancements qui ne marchaient pas dans le passé, qui marchent dans le futur, ou inversement. Parce que le monde change. Donc on a des environnements qui sont plus ou moins changeants. Dans le cadre de la voiture, ta voiture elle tourne plus ou moins la même chose, depuis que tu as appris à conduire, la manière de conduire a peu changé. Alors on a vu quand même des améliorations technologiques, mais basiquement le concept reste le même, donc tu n'as pas eu besoin de réapprendre une énième fois à conduire. Alors que dans certains autres environnements, comme le marketing, les choses changent beaucoup plus, et donc c'est plus difficile de développer une expertise, parce que le temps que tu implémentes la compétence, les choses peuvent avoir changé. Donc on aura l'occasion de voir dans le podcast comment on fait face à ce genre de choses. Mais l'idée, c'est pas forcément de développer une expertise complète sur comment on fait un lancement, mais plutôt des systèmes et sur lesquels on fait des expérimentations, qu'on appelle de l'A/B testing, en continu et le plus vite possible. Et dans le cadre du business, c'est plus, petite parenthèse, c'est plus une question de vitesse des expérimentations que de vitesse de l'apprentissage. Je te disais, je ne sais plus si j'en ai parlé, la pratique délibérée, je crois que j'en ai pas parlé, la pratique délibérée aujourd'hui, l'apprentissage en soi explique à peu près 1% du succès en affaires. C'est-à-dire le QI explique plus que la compétence, les résultats selon... Après, c'est toujours des études académiques, donc ça reste à prendre avec des pincettes, mais bon, c'est une méta-étude, donc du coup c'est quand même c'est ce qu'il y a de plus costaud en académie. Mais le truc que je veux dire, c'est que
Voilà, ce qui est important en tous les cas, que tu fasses des expérimentations ou de l'apprentissage, les feedbacks précis et rapides, c'est ce qui te permet de comprendre. Parce que comment tu tires une conclusion sur un truc qui est opaque? Genre si aujourd'hui je fais une danse et que peut-être ça va générer de la pluie parce que tu en as après, tu as la danse de la pluie, on a appris à générer de la pluie avec de la danse, et est-ce qu'il va pleuvoir immédiatement? S'il pleut immédiatement, bon, j'ai un feedback immédiat et précis, ok. S'il pleut, s'il doit pleuvoir dans les 3 à 6 prochains mois, est-ce que s'il pleut, c'est parce que j'ai fait ma danse ou pas, tu vois? Est-ce que c'est random, ou est-ce que c'est parce que j'ai fait ma danse? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mieux fait la danse? Donc plus le feedback est éloigné, plus il est difficile à comprendre. Et aussi, ça peut être un feedback qui est immédiat, mais qui peut être opaque, dans le sens où il peut y avoir tellement de variables. Donc tu vas avoir un résultat, mais tu ne sais pas si c'est vraiment... genre, tu crées un contenu, tu vas avoir des engagements assez rapidement, mais comme chaque contenu est différent, tu as quand même beaucoup de variables qui vont influencer. Donc d'un contenu à l'autre, comme tu as des variations, c'est difficile de tester si oui ou non c'est ce que tu as implémenté qui a fait la différence. Alors là, la solution dans ce cas de figure, c'est de dire, bon ben, je fais un test radical et je le fais pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois en fonction des données que tu as à disposition. Et si tu as un changement radical, alors c'est bon signe. Après, il y a encore d'autres problèmes, c'est qu'il y a des ordres de conséquences, donc c'est le fameux effet papillon. Donc une conséquence positive à court terme peut déclencher une conséquence négative à moyen long terme. Comment on fait pour résoudre ce problème? Eh bien, c'est la grande question. Si tu as la réponse à ça, basiquement, tu peux lancer business à plusieurs milliards sur business à plusieurs milliards les uns après les autres. D'accord? Ok, donc, tout ça pour dire, le feedback, c'est pas absolu, mais on fait de notre mieux pour être le plus précis et le plus rapide possible dans les feedbacks. Donc, plus le feedback est proche et précis, mieux c'est. Si tu ne mets pas en place, c'est vrai quand tu dis, ok, je vais apprendre tel truc, je vais résoudre tel problème, je vais mettre en place telle solution. Si tu ne prends pas un petit moment pour dire, ok, comment je vais mesurer que ma solution, effectivement, que mes actions, effectivement, fonctionnent. Si tu ne prends pas ce moment-là pour dire, bon ben voilà, je peux prendre un coach comme feedback, ça va être un feedback visuel, ça va être un feedback émotionnel, ça va être un feedback numérique. Comment je mets en place le meilleur feedback possible, le feedback le plus pertinent? C'est quoi la métrique la plus pertinente, par exemple? Si tu veux perdre du poids, la métrique la plus pertinente, ça ne va pas être le poids en soi, si tu perds de la graisse, je veux dire, c'est pas être la balance, ça va pas être le pèse-personne, on dit balance en Suisse. Ça va être le tour de taille, en centimètres, c'est plus précis. D'accord? Alors, tu peux mesurer les deux, mais ce qui compte surtout, c'est le tour de taille. Parce que si tu fais du fitness en même temps que tu prends du muscle, les premiers mois, tu vas peut-être voir une prise de poids, alors qu'en fait, tu es en train de perdre du ventre. D'accord? Donc, les coachs sportifs connaissent bien cette problématique. Deuxième chose, quand tu installes un feedback, donc, est-ce que c'est la métrique la plus précise possible? D'accord? Des fois, c'est pas possible de chiffrer. Par exemple, je te dis, si ton objectif est d'éliminer ton anxiété, comment tu mesures ça? Donc, tu pourrais, moi ce que je ferais, c'est que je mets des niveaux. Genre, niveau 1, t'es le calme. Niveau 2, t'as une sensation d'anxiété. Et niveau 3, tu procrastines tellement t'es anxieux. Par exemple. D'accord? Et du coup, après, tu te fais un petit calendrier, donc une case par jour, et tu mets une couleur pour chaque étiquette. Donc, si par exemple, un jour, tu as été calme, c'est du vert. Si tu as eu la sensation, c'est du jaune. Et si tu as procrastiné, c'est du rouge. Ce qui donne une vue d'ensemble du calendrier. Et puis après, tu peux tester les trucs de quel. Je pense que mon anxiété, elle vient du fait que je fais telle chose ou pense à telle chose. Donc, si je mets en place cette action-là, je devrais diminuer mon anxiété. Et donc, je mets en place cette action-là, je le fais systématiquement. Et puis, je regarde si effectivement, il y a de moins en moins de carrés rouges et de carrés jaunes et de plus en plus de carrés verts. Carrés verts, par exemple. Donc, on essaye, on fait au mieux avec ce qu'on a. C'est pas évident, mais voilà. Donc, après, on rentre dans de la statistique. Donc, voilà, ça sort du cadre. Mais, basiquement, définir des feedbacks. C'est le truc relou, mais c'est de se dire, tu as le choix entre t'emmerder un petit moment à mettre en place un feedback et pense à gamifier ta vie, tu vois, genre, si tu vois ça comme un score de jeu vidéo et quand tu atteins ce score, c'est que basiquement ta vie, elle s'améliore. Donc du coup, ça rend plus fun le truc de cadrer ça comme ça. Parce que si tu n'as pas cette mesure, eh bien, basiquement, tu n'apprends pas. Tu veux dire que tu vas dépenser énormément d'énergie, aller dans une direction que tu ne comprends pas, tu ne sais pas si ça va mieux, si ça va moins bien. Donc voilà, je veux dire, essaie de conduire ta voiture sans... à combien de kilomètres/heure tu vas, tu regardes le tableau de bord, tu as une métrique. Si tu dois prendre un rendez-vous avec quelqu'un, tu regardes la date et l'heure, ce sont des métriques. Sans ces métriques-là, c'est difficile de prendre des bonnes décisions, c'est difficile de voir si
tu as progressé avec les actions que tu prends ou pas. Et donc du coup, sans les métriques, tu ne peux pas calibrer. D'accord? Si sur ton pare-brise, je cache, je mets un carton, quand tu conduis, tu vois plus où tu vas, donc basiquement, tu n'as plus de feedback de la route, et donc tu vas te ramasser un mur. Donc, enlève le carton de ton business, parce que sinon tu te ramasseras un mur systématiquement. Voilà, donc ça c'est le premier principe. Deuxième principe, celui-là il est aussi un peu casse-couille, mais bon, il est très utile. Oublie ton ego, embrasse tes erreurs. Donc on a Red Alio qui nous dit l'humilité peut être encore plus précieuse que d'avoir de bons modèles, non, de bonnes connaissances. Elle vous incite à rechercher de meilleures réponses que celles que vous pourriez trouver par vous-même. Tu sais, je sais pas, tu vas dire, essaie de contredire quelqu'un que tu connais sur un truc qui lui tient à cœur et tu observes ce qui se passe. D'accord? Il va réagir comme si on l'attaquait physiquement. D'accord? L'amygdale qui est responsable de fuite ou combat va prendre la contradiction comme une menace physique. Voilà, c'est la même chose. Donc, le remède à ça, c'est non pas de chercher pourquoi tu as raison, mais pourquoi tu as tort. Toi, moi, quand je lis quelque chose, quand je consomme quelque chose, quand je discute avec quelqu'un, je dis ok, je suis venu avec tout mon bullshit, toute mon ignorance, et si j'ai une discussion avec quelqu'un qui est pas trop débile sur un sujet, bah, c'est une opportunité pour moi de retirer un peu de cette ignorance, de retirer un peu de ce bullshit. Donc je cherche à m'enlever ce bullshit. Au lieu de m'accrocher à mes idées, de lui expliquer pourquoi il a tort, je dis attends, je laisse parler, parce que même peut-être si c'est un truc que j'ai déjà vu, déjà entendu, bah, peut-être qu'il y a un détail qui fait que je suis passé à côté. Donc, j'essaie de détruire mes croyances. Il y a d'ailleurs, on a Munger, encore petite citation, là, vas-y. La destruction rapide de vos idées au bon moment est l'une des qualités les plus précieuses que vous puissiez acquérir. Donc, pour fragiliser, ça on a des convictions, et je ne sais plus qui disait ça, mais la conviction c'est le privilège des idiots. C'est-à-dire que la conviction, finalement, c'est un loquet sur ton ignorance, sur ton bullshit. Tu dis j'ai envie de croire en ça et je suis attaché à cette idée, et donc si quelqu'un contredit cette idée, je vais m'énerver. On ne le fait pas consciemment, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, je mets un loquet, je suis convaincu du truc, mais si ce truc est faux, eh ben, basiquement, je vais dans le mur, donc j'ai le syndrome de la coupe pleine, je ne peux plus rien apprendre. Donc, pour fragiliser une conviction, il y a une petite question qui est très intéressante, c'est comment est-ce que je sais que je sais ça? Comment est-ce que je sais ça? D'où ça vient? C'est quoi la source? Souvent, c'est juste parce que c'est la première fois qu'on a entendu l'idée, alors qu'on n'avait pas d'a priori sur le sujet, et d'un coup on entend ça, et du coup on a défini que c'était vrai, et puis quand il y a une idée qui arrive plus tard, eh ben, la nouvelle idée elle est fausse. Alors que si on avait inversé l'ordre des deux idées chronologiquement, tu aurais cru l'autre chose. C'est pas la seule manière, vraiment c'est simpliste comme manière d'expliquer les croyances, mais ce que je veux dire c'est que souvent quand on se pose la question, comment je sais ça? Eh ben, on se rend compte que, attends, je sais même pas t'expliquer pourquoi je sais ça. Bien, j'ai vu ça à la télé, dans un film. Toi, genre, tu regardes des mafieux qui tuent des gens impunément, tu dis, waouh, la mafia, ça rigole pas. Attends, c'est un film. Est-ce que tu as déjà vu la mafia opérer en vrai? Non. Mais on fonctionne comme ça. Typiquement, c'est toujours le truc, je me fais du mal, t'as des méchants dans les films, ils sont tellement détestables, t'as envie de les tuer, tu sais. Et il y a des mecs ou des nanas qui jouent des méchants, mais absolument imbuvables. Et quand tu croises l'acteur dans la vie, il y a des gens qui croisent l'acteur dans la vraie vie et ils les insultent. Et ces gens insultent. Bon, il faut être un peu limité, mais c'est parce qu'il y a une association qui a été faite, tu vois. Donc on prend des raccourcis comme ça. Donc comment est-ce que je sais ça? Et tu te rends compte que finalement, bah, tu sais pas grand-chose. Pour moi, une idée, c'est toutes mes idées sont fausses, certaines sont un peu moins fausses que d'autres, et le but c'est de les rendre encore un peu moins fausses. Mais jamais j'atteindrai la vérité. C'est juste que si je suis suffisamment moins faux, j'ai les résultats que je veux. C'est une bonne manière de se rappeler qu'on ne sait pas grand-chose. Voilà. Le truc c'est que commettre des erreurs c'est désagréable. Le problème c'est que pour apprendre, il faut commettre des erreurs, parce que tu pratiques, tu fais faux, tu prends du recul, toi tu as un bug, alors quand c'est un bug informatique c'est pas trop grave, mais quand tu te plantes en public, tu peux être jugé. Et donc, tu vois, on a tendance à éviter ça. Je te donne un exemple personnel. Quand j'étais plus jeune, j'étais DJ et je me considérais comme le meilleur DJ du monde. J'étais tellement extraordinairement, sublissimement, parfaitement extraordinaire. Mais alors, il y a eu un de mes clubs qui a organisé, qui a fait un contest, le Movida Corona, c'est un contest DJ européen, organisé par la bière Corona, pas le, rien à voir avec le Covid. Et donc, du coup, dans mon club, il y avait les premières sélections.
Et j'ai refusé de faire ce contest. Pourquoi? Parce que si je perdais au contest, ça casserait mon idée de moi-même que j'étais le meilleur. Donc je refusais de challenger cette idée comme quoi j'étais le meilleur en me confrontant à la réalité, ce qui est en soi absolument stupide d'un point de vue logique. Et quand on évite les échecs, en réalité, on évite de nous confronter, et, de confronter nos croyances, notre image de nous, à la réalité. Un autre exemple, c'est si tu as par exemple une petite douleur dans le ventre et puis tu dis ouais, il faut que j'aille chez le médecin, mais tu n'oses pas aller chez le médecin parce que ça pourrait rendre concret. Si tu confronterais à la réalité un truc qui n'est pas encore réel tant que le médecin n'a pas posé le diagnostic, tu vois, enfin, dans ta tête. Alors que dans la réalité, si tu attends, ça va devenir pire. C'est un problème explosif, c'est-à-dire que plus tu fais traîner le problème, pire il va devenir. Voilà, donc on a Tal Ben-Shahar qui nous dit si l'on n'apprend pas à échouer, alors on échoue à apprendre. Et dans cette logique, souvent on n'apprend pas parce qu'on a peur du jugement, on a peur de commettre des erreurs. Je pense que je t'apprends rien. Mais donc du coup, le meilleur moyen, c'est d'embrasser tes erreurs, d'oublier ton ego, de dire, bah là, je sais pas grand-chose. Et en fait, un truc qui m'a beaucoup aidé, après passe au dernier principe, c'est le fait de comprendre qu'on n'impressionne pas les autres par nos compétences. On n'impressionne pas les autres par notre sublimitude. Le mot qui n'existe pas. Les gens s'en cognent. Chacun est centré sur lui-même. On a tous envie de plaire aux autres, on a tous envie d'avoir une place dans la société, de construire notre statut. Donc quand toi tu arrives en mode je suis meilleur que toi, je suis meilleur que toi, je suis tellement extraordinaire, inconsciemment ce que tu projettes c'est que les autres sont moins bien que toi. Donc si par exemple moi je fais ça sur toi, regarde, comme je suis tellement plus doué que toi en marketing, en business, comment tu vas me percevoir? Est-ce que tu vas dire waouh, il est génial, ou tu vas te dire putain c'est un con en fait? Tu vois, il est prétentieux, il est arrogant, il est machin. Tu peux susciter de l'admiration, mais c'est pas le moyen de susciter de l'admiration. Tu as l'impression que la personne elle compense, voilà. On le sait tous. On a tous quelqu'un dans notre entourage qui est comme ça. Là où on impressionne, c'est par nos performances et notre humilité. D'accord? Quand tu as un mec qui fait des milliards et qui t'écoute et qui te dit putain c'est génial, tu m'as appris un truc, tu t'attends, j'ai appris un truc à ce mec-là, c'est énorme. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, tu es impressionné parce que le mec, il pourrait se la raconter, mais il ne se la raconte pas en fait. D'accord? Donc l'humilité et la compassion impressionnent beaucoup plus et suscitent beaucoup plus d'admiration que l'arrogance. Donc, n'aie pas peur de vulnérabilité. La vulnérabilité bien appliquée, l'humilité et la vulnérabilité sont des preuves de ta force et non pas de ta faiblesse. Alors quand je dis vulnérabilité, c'est pas faire ton woke en mode la vie elle est dure, je suis une victime, parce que ça va aussi, tu vas passer pour un loser à juste titre. Tu es vulnérable, tu dis bah voilà, ça je sais pas, là je me suis planté, et c'est ok, et t'essaies pas de te survendre, par contre, t'as quand même, c'est tes accomplissements qui parlent pour toi. Et quand tu acceptes d'être humilié sur le court terme, comme dirait Dalio, c'est ce qui te permet d'obtenir les résultats sur le moyen et long terme. Et bientôt, tes résultats vont parler à ta place. Dernier principe, et celui-là est le plus marrant, c'est un accélérateur, mais donc les deux premiers principes sont conditions sine qua non. Troisième principe, donc c'est imite les génies, mimétise les génies. Donc au lieu d'écouter des conseils, observe leurs actions. Moi j'ai toujours appris beaucoup plus des formateurs et des coachs en observant comment ils faisaient plutôt qu'en écoutant ce qu'ils disaient. Et pas forcément des coachs et des formateurs, mais des gens en général. Parce que un conseil c'est abstrait, alors qu'une observation c'est concret. Quand j'observe quelqu'un faire quelque chose, je comprends beaucoup mieux que quand j'écoute ce qu'il dit. Après tu peux mélanger les deux, mais pour moi c'est écoute peut-être à 20% ce qu'il dit et observe à 80% ce qu'il fait, en termes d'allocation de ton temps. Et puis ensuite, tu réfléchis à tes propres conclusions. Le truc, c'est qu'on ne fait pas ça. Généralement, c'est qu'on veut les conseils et pas faire l'observation. Pourquoi? Parce qu'on veut éviter de penser. Parce que penser, ça demande beaucoup d'énergie, c'est douloureux, c'est incertain, ça demande du temps. Et donc, on évite. Il y avait une étude qui a été faite là-dessus, je crois, je n'ai plus la référence. Mais on donnait le choix aux gens de soit résoudre une équation, soit recevoir un petit choc électrique pour évaluer à quel point les gens évitaient de penser. Et donc je crois qu'il y a 75% des hommes et 50% des femmes qui ont préféré le choc électrique. Un truc du style. Donc, oui, messieurs, mesdames, ont moins peur que vous de réfléchir de manière générale. Après, c'est des études psychologiques, donc c'est toujours assez biaisé ces études-là, donc ne prends pas ça pour absolue certitude. Mais bref,
que je veux dire, c'est que la plupart des gens évitent de penser. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent des templates, ils veulent des hacks, ils veulent des raccourcis, ils veulent des conseils, ils veulent qu'on pense à leur place. Et c'est pas ça qui fonctionne. Je vois par exemple en apprentissage, la personne qui veut résumer un livre avec ChatGPT pour pas avoir à faire le résumé elle-même, elle n'a rien compris à l'apprentissage. Je veux dire, le meilleur truc que tu puisses faire, c'est quand tu prends tes notes, c'est pas pour les stocker et les retrouver, ça c'est un détail. Ce qui est important, c'est d'encoder l'information. C'est la partie réflexion, tu vois, on analyse, on encode, on essaie de comprendre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On joue avec l'information, on la réorganise, on fait des mind maps, on essaie de tirer les liens entre les idées pour ensuite, une fois qu'on extrait un principe, comment je peux appliquer ce principe dans mon quotidien, dans ma pratique. C'est pas faire un résumé sur ChatGPT, ça c'est le meilleur moyen de te faire fondre le cerveau. Alors je dis pas, ChatGPT a des super intérêts, tu peux résumer un bouquin pour aller trouver l'idée que tu veux au lieu de lire tout le livre, pourquoi pas, mais bref. Donc, on observe et on tire nos conclusions. On a Nassim Taleb qui nous dit, ne me dis pas ce que tu penses, dis-moi ce que tu as dans ton portefeuille. Voilà. Donc, petit truc aussi là-dessus, je parle d'imiter les génies, donc observe les plus grands génies, donc de ta catégorie et des catégories adjacentes. Donc moi, par exemple, je parle beaucoup des milliardaires, des philosophes et des scientifiques les plus éminents. Alors, scientifiques et philosophes, c'est relativement éloigné comme sujet. Les milliardaires, c'est déjà un peu plus proche. Après, je vais aussi étudier les coachs, les formateurs les plus avancés, les plus grands génies de ma catégorie de tous les temps, des temps modernes. Mais je vais surtout regarder ce qu'ils font plus qu'écouter ce qu'ils disent. D'accord? Ça c'est ça qui fait la différence. La meilleure manière d'apprendre de quelqu'un qui a du succès, c'est en observant ce qu'il fait. Indépendamment de la qualité de son enseignement. Après, s'il est bon pédagogue, il va donner un maximum d'exemples, il va essayer de te montrer. Donc j'aurai l'occasion d'ailleurs, dans mon playbook, dans ma formation, de donner des exemples par rapport à ça. Voilà. Donc, petite cerise sur le gâteau pour conclure. Petite promesse que je te fais. Si tu appliques ces 3 principes sérieusement, tu vas pulvériser tous ceux qui sont accros au conseil. Tu vas pulvériser tous ceux qui sont en mode absorption de théorie et même ceux qui sont en mode pratique mais qui ne réfléchissent pas sur leur pratique. Aussi, ces conseils, pour l'instant, tu ne les maîtrises pas parce que tu ne les as pas encore implémentés. Rappelle-toi le cycle de Kolb, d'accord? On a pratiqué, analysé, généralisé, transféré. Donc pour l'instant, là, tu as généralisé. Donc là, tu as ma propre théorie. Je t'ai donné un petit peu 2-3 exemples pour faire. C'est une forme de pratique, une forme d'expérience concrète. De recevoir les exemples, tu vas pouvoir observer ces exemples et toi-même tirer des conclusions. Mais tant que tu ne les as pas implémentés, testés, mis dans des procédures, c'est comme si tu avais écouté ce podcast pour rien. Donc agis immédiatement ou jamais. Moi je te conseille de maintenant choisir un expert que tu adores et puis d'observer un élément spécifique de son expertise. Tu réfléchis, tu décortiques, tu expérimentes. Voilà, je te souhaite une magnifique journée, on se retrouve dans un prochain épisode. Et puis magnifique journée, magnifique semaine et à bientôt.